j'invite sur la scène mon cher Étienne Chouard. Merci, vous êtes tous trop gentils. Bon, j'ai une dizaine de minutes pour résumer un travail de 20 ans pour essayer de mettre fin à la domination sous toutes ses formes. Mais le temps que je parle des banquiers et des actionnaires, je vais monter, ça va parler plus. Alors, dans tout ce que j'ai découvert en réfléchissant sur les pouvoirs et les abus de pouvoir, il faut que je trie, puisque en 10 minutes, je ne vais pas pouvoir parler de tout. Et en réfléchissant à ce soir, c'est un challenge intéressant. Hein. J'ai essayé de retrouver les 2, 3, peut-être 4 idées les plus importantes au monde. Rien que ça. Et ouais, j'ai trouvé. Donc, il a fallu que je mette de côté des choses que je considère pourtant très importantes, comme la création monétaire publique, sous contrôle citoyen, qui nous rendrait la prospérité, qui mettrait fin à la rareté, à l'austérité, au chômage, et qui nous garantirait la prospérité sous notre contrôle. Je ne vais pas pouvoir vous parler de ça, j'ai pas le temps. Je ne vais pas vous parler de l'Union européenne, qui est un projet fasciste dont il faut absolument sortir d'urgence, parce que ça ne suffirait pas de... Je peux vous parler 8 heures de l'Union européenne et des raisons pour lesquelles il faut en sortir, mais je ne ferai pas ça, donc. Parce que ça ne suffirait pas de sortir de l'Union européenne, on serait encore dans la prison nationale dont je vais vous parler, et dont il est question de sortir, de s'évader. Je ne vais pas vous parler non plus de la nécessaire reprise du contrôle des médias aux riches. Il faut que le peuple reprenne le contrôle de l'information aux riches. Je ne vais pas avoir le temps de vous parler de ça. Et c'est plus important que ce qui reste. Hein. Donc la première chose dont il faut que je vous parle, c'est il faut que je dise merci à Nexus. Parce que Nexus, c'est un des exemples du journalisme digne de ce nom. Les journalistes, pour moi, c'est des sentinelles du peuple, c'est des inquiéteurs de pouvoir, c'est une sorte de système immunitaire de la société contre les dominants du moment, contre les mâles alpha qui veulent tout décider à la place des autres. C'est un mécanisme de défense de la société contre les différents complots des puissants du moment. Et donc, un journaliste digne de ce nom, et ça, il faudrait qu'on l'écrive dans notre Constitution, il faudrait qu'on écrive la définition du journaliste en disant un journaliste, c'est pas un informateur, un reporter, quelqu'un qui nous dit qu'est-ce qui s'est passé dans le sport. Non, c'est pas des journalistes, il faut trouver un autre mot pour ça. Pour nous, les journalistes, c'est des inquiéteurs de pouvoir. Et Nexus l'était pas au début. Au début, c'était un petit peu ésotérique, enfin, pour moi, c'était un peu perché. Et puis, je l'ai vu évoluer vraiment progressivement, de plus en plus politique, de plus en plus incisif, extrêmement rigoureux, documenté, et inquiétant les pouvoirs. Et je crois que c'est vraiment, on a besoin de détecteurs de complots, de dénonceurs de complots. Bien sûr, les comploteurs et leurs amis dénoncent le complotisme, mais en fait, le complotisme, c'est le journalisme. Donc, les soi-disant journalistes, payés par les plus riches, dénoncent ceux qui font leur métier en les insultant. En fait, je crois qu'il faut vraiment que les citoyens réveillés, c'est-à-dire les électeurs qui en ont marre d'élire et qui veulent voter, il faut vraiment que les citoyens assument le complotisme, qui est une vertu citoyenne, une vertu de base, qui est la vigilance par rapport au pouvoir.
Donc nous sommes dans une prison, nous sommes des prisonniers politiques. Je suis un prisonnier politique, j'ai été enfermé par mes élus, par mes représentants, qui se sont arrogés la souveraineté qui ne leur appartenait pas et qui se sont mis à l'exercer à ma place. Nous sommes prisonniers politiques et pourtant, la consigne de Marx, c'est un message d'espoir. Et j'en ai un, j'ai une bonne nouvelle vraiment. Il va nous suffire de penser en souverain et d'agir en souverain, et nous allons devenir souverains. Donc, c'est le plan. C'est le plan que j'ai choisi pour vous parler ce soir. Pour l'instant, nous ne pensons pas en souverain. Et il faut comprendre la raison. Et c'est pas seulement en France, c'est partout sur Terre. Il y a une procédure, j'allais dire un gros mot, il ne faut pas que je dise de gros mots, il y a une procédure lamentable qui est utilisée partout sur Terre, qui est imposée partout sur Terre par les élus, qui est l'élection, et qui nous infantilise, nous dépossède de la puissance politique. Quand on élit, on renonce à voter, on abdique la souveraineté. Quand on met le bulletin de quelqu'un dans une urne, on dit « c'est lui qui va tout décider à ma place ». Et ça, c'est accepter de ne plus rien décider. Donc, la procédure de notre impuissance politique, nous l'adorons. On a appris à l'école que c'était elle qui était... Et c'est un... J'allais dire c'est un mensonge. Non, c'est une erreur. Je l'ai enseigné moi-même avant de réfléchir. J'ai passé 50 ans sans réfléchir, et puis à un moment, je me suis mis à réfléchir, et on en est tous à peu près là, hein, on met du temps à émerger, mais nous apprenons, nos parents nous apprennent que l'élection, c'est la démocratie, nos professeurs nous apprennent que élire, c'est la démocratie, les journalistes, à la télé, dans les journaux, dans les manuels, dans les livres, dans les romans, les intellectuels, toutes les références de pensée de l'enfant qui vient au monde lui disent « la démocratie, c'est l'élection ». Ce qui est une erreur. Voilà, je l'ai enseigné à mes étudiants, j'enseignais à mes enfants, je me trompais. Je n'étais pas là en train de le faire exprès. Je l'avais appris, on me l'avait enseigné, et je me mettais à l'enseigner à mon tour. Et mon erreur, c'était de ne pas avoir remis en cause ce qui était une croyance, j'étais sûr de ça. Donc, dans le meilleur des cas, et le cas le plus courant, c'est une erreur, et dans le pire des cas, c'est un mensonge, c'est un odieux mensonge. Je pense que les élus savent très bien que l'élection, c'est pas la démocratie et qu'ils usurpent la souveraineté. Donc, la première chose à faire pour penser en souverain, c'est d'arrêter d'adorer l'élection. Et d'en faire le procès, je ne peux pas développer, mais il y a 1 heure à passer sur le procès de l'élection, le nécessaire procès citoyen de l'élection, pour voir les différents vices impardonnable, chaque vice est impardonnable de l'élection, et découvrir, deuxième volet de pensée en souverain, découvrir en miroir de chaque vice de l'élection une vertu éblouissante du tirage au sort, méconnue, on ne l'apprend pas à l'école on n'apprend que l'élection. Donc, pour vous, le tirage au sort, ça va être, c'est nouveau, c'est incongru. Alors, les gars qui répondent, alors ça arrive dans leur panorama, ils disent, tirage au sort, mais c'est quoi ces conneries? Alors, ça leur paraît extravagant, et ils se mettent à parler de l'autocratie, enfin, de conneries. Faites-moi confiance, juste 1 demi-heure le temps d'y travailler, et puis ensuite, faites votre jugement vous-même. Mais ne rejetez pas trop vite cette idée, c'est... Le tirage au sort est la seule procédure démocratique, il est incorruptible, il est équitable. Vous tirez au sort une assemblée, vous aurez la moitié d'hommes, la moitié de femmes, il n'y a pas besoin de quotas. Et c'est pareil, c'est pareil pour toutes les qualités et tous les défauts des humains. Vous allez avoir la même proportion de chômeurs que dans la société, vous allez avoir la même proportion de paysans que dans la société, vous allez avoir la même... Et tout est à l'avenant. Pourvu que vous ayez une assemblée tirée au sort qui soit suffisamment vaste, vous allez, grâce au tirage au sort, composer ce qui s'appelle un échantillon représentatif, qui est un concept moderne, nouveau, qui n'était pas à la disposition de Montesquieu, Rousseau, Aristote, Platon. Aucun de ces gens-là n'avait le concept de échantillon représentatif. Aujourd'hui, nous l'avons, et c'est un outil de lutte populaire, ça. Nous avons le moyen, avec le concept d'échantillon représentatif, nous avons un moyen de composer une mini-assemblée qui nous ressemble, qui ressemble énormément à la société tout entière qu'on veut représenter. Le tirage au sort, il coupe
surtout, c'est sa principale qualité à mon avis, il coupe le cordon entre la puissance économique et la puissance politique. Ça fait 200 ans maintenant que les... Il faut que je fasse attention au temps qui passe. Combien de temps il reste là? Il reste 2 minutes? Putain. Ok, il faut que j'aille plus vite. Serment d'ivrogne de dire que je vais aller vite. Le tirage au sort est un antidote universel contre l'oligarchie. Vous coupez l'accès au pouvoir à tous ceux qui le veulent. Avec le tirage au sort, vous empêchez l'accès au pouvoir. Vous ne savez pas encore à qui, mais tous les passés, présents, à venir, avec le tirage au sort, ceux qui veulent le pouvoir ne l'auront pas. Toutes les sociétés secrètes, tous les riches, tout ça, c'est terminé pour le pouvoir n'est plus accessible à ceux qui le veulent. Alors, il y a plusieurs objections. Bien sûr, les dominants ont trouvé des objections à cette merveilleuse procédure. Et ils disaient, et ils vont être incompétents, ou ils vont être malhonnêtes, ils vont être... Ok, je peux pas développer, hein, j'ai pas le temps, mais vous trouverez sur choir.org un dossier sur le tirage au sort, vous trouverez le procès de l'élection, ça vous permettra d'approfondir. Toutes ces objections que les Athéniens avaient il y a 2500 ans, hein, donc c'est pas nouveau. On a beaucoup réfléchi sur le tirage au sort. Vous débarquez, ok, mais vous allez voir très vite. Hein, il faut une demi-heure. Hein, vous allez voir, toutes ces objections peuvent être correctement réfutées. Le tirage au sort est parfait. C'est ce qu'il nous faut. C'est l'antidote anti-oligarchique. Alors, ça c'était penser en souverain. Pour penser au souverain, il faut que nous apprenions collectivement, massivement, à détester l'élection et à adorer ou respecter et défendre le tirage au sort. Ça c'est penser, c'est théorique. Maintenant, sur le plan pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour agir en souverain? Alors que nous sommes dominés par les représentants qui nous ont volé la souveraineté et qui nous infantilisent et qui nous enferment comme des parents cruels qui ne veulent pas que leurs enfants s'émancipent. Nous sommes prisonniers d'eux, nous sommes des prisonniers politiques, je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous donner 2, et puis il y a une 3e piste qui est apparue dans mon panorama aujourd'hui, là, tout à l'heure, et donc je vous parlerai un petit peu, mais il y a 2 grandes pistes dont je voudrais vous parler, il faut que j'aille super vite. Et pourtant, c'est super important. D'abord, si vous suivez ce que je fais un peu, vous savez que depuis 20 ans, je fais des ateliers constituants. C'est-à-dire que il me semble que si on veut penser en souverain, il faut qu'on s'approprie le processus constituant en se préparant et en s'entraînant à écrire nous-mêmes les règles de notre représentation. Il y en a marre que ce soit des élus à l'Assemblée constituante qui écrivent les règles de la représentation et, comme par hasard, ils écrivent le pouvoir des élus, et pour ce qui est du peuple, ils prévoient notre impuissance politique. Nous ne pouvons décider de rien, nous ne votons rien, nous n'avons aucun pouvoir politique. C'est écrit quelque part dans un texte qui s'appelle la Constitution, dont tout le monde se fout pour l'instant, j'espère que ça va changer. Mais pour qu'on l'écrive, il va falloir qu'on s'entraîne un peu. L'idée, c'est de vous inviter à écrire vous-même. Vous devriez chacun avoir votre petit chantier personnel. Comme je l'ai laissé de côté pour pas être encombré, mais j'ai toujours mon petit carnet j'ai une constitution, j'ai un chantier de constitution dans lequel j'écris des articles. Et quand j'écris des articles de constitution, je deviens un adulte politique. Quand je suis un électeur, je suis un enfant politique. Enfant, étymologiquement, ça veut dire qu'il n'y a pas le droit à la parole. Quand je continue à discutailler des sujets législatifs dans ma prison, où je ne décide de rien, où nous sommes là à discuter des sujets qui ne servent à rien, mais je le fais aussi, hein, quand je parle de l'Union européenne, ça sert à rien que je parle de l'Union européenne. Quand je parle de la monnaie, mais ça sert à rien que je parle de la monnaie. Même les sujets que vous considérez comme importants, ils ne servent à rien. Nous sommes dans une prison politique et on se dispute entre nous. Ah, salaud d'extrême droite, ah, salaud d'extrême gauche. On est à regarder par les barreaux de la fenêtre à dire il faudrait avoir une politique de gauche. Mais non, salaud de gauchiste. Il faudrait avoir une politique de droite. Un salaud de fasciste. On est dans une prison, bordel. Et ça sert à rien de se disputer. La porte est derrière, il faut s'évader. Et pour s'évader, il faut pousser la porte, il faut se mettre ensemble.
Et à partir de maintenant, je dépasse. Purée de nous autres. Alors, les ateliers constituants, c'est quelque chose dont je parle tout le temps. Bon, il doit y avoir 500 ou 600 vidéos sur Internet. Vous pourrez creuser facilement, mais de façon pratico-pratique, il faut qu'on s'entraîne à écrire la Constitution et à arrêter de discuter des sujets législatifs. On s'en fout. Les sujets législatifs, ils nous font perdre du temps, ils nous font perdre de l'énergie. On devrait se concentrer sur l'évasion, c'est-à-dire les règles de la représentation, c'est à nous de les écrire. Comment on empêche le président de déclarer la guerre à notre place ? Comment on fait, bordel ? Par exemple. Comment on fait pour se débarrasser d'une loi scélérate comme le traité de libre-échange ? Le libre-échange est une idéologie de dingue, une idéologie de fanatisme marchand. Tous les pays qui ont appliqué le libre-échange, tous, il n'y a pas une exception, ils se sont tous ruinés. C'est un truc de fou. Ça n'intéresse que les multinationales. Le libre-échange, c'est une folie. Comment on fait pour résister au libre-échange ? Il nous faut un pouvoir politique, il nous faut une puissance politique, une puissance de légiférer, une puissance de s'opposer à des lois scélérates, une puissance de révoquer nos représentants quand ils nous trahissent ou quand on n'est pas content d'eux, et une puissance de modifier la Constitution. En fait, il nous faut le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Référendum, on vote, on n'élit pas, on vote enfin, on décide, voter c'est décider. Et d'initiative citoyenne, c'est nous qui choisissons les questions. C'est nous qui décidons. Ça, c'est des sujets importants. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous le voulez ? Vous ne le voulez pas ? Vous le voulez ? Nous décidons. En fait, le RIC, c'est la procédure démocratique. Et donc, quand on devient constituant, on devient à la fois conscient, actif, c'est extrêmement excitant. Il se passe quelque chose en vous, comme un enfant qui apprend à écrire et qui découvre une force qu'il va pouvoir ensuite déployer. Et ce que j'ai découvert tout à l'heure, c'est une initiative remarquable. Enfin, pour moi, c'est assez émouvant parce que moi, ça fait 20 ans que je travaille sur la mutation de mes frères humains en constituants, c'est-à-dire qui se hissent d'un cran par rapport au pouvoir en arrêtant de considérer les élus. On n'a pas besoin des élus pour s'émanciper, on n'a pas besoin des médias pour nous aider, on va s'émanciper nous-mêmes, on va devenir constituants. Et là, il y a un mouvement qui a été créé par un outil qui a été créé par deux gars que j'aime énormément et qui sont constituants et qui s'appelle comptesurmoi.org. J'espère que je ne me trompe pas. Comptesurmoi.org. Et en fait, c'est un compteur de constituants. C'est peut-être que vous avez reçu des documents comme ça. Comptesurmoi.org, c'est une bonne idée. Ça nous permet ça donne du courage de savoir qu'on est de plus en plus nombreux à être conscients qu'il nous faut... Alors, ça va servir à compteur constituant, mais ça va servir aussi à constitution citoyenne. Ça sert à citoyen constituant. Mon blog, il s'appelle Le Plan C pour une constitution d'origine citoyenne. Alors, je reviens à mon plan d'origine. Donc, première façon d'agir, faire des ateliers constituants. Et dans le cadre du 10 septembre, je sais que il y a quelque chose de tout à fait qui relève de l'arnaque. Il y a des manipulateurs qui nous amènent au 10 septembre et on les voit venir, qui nous appellent à être violents, à tout bloquer. C'est déconnant. Il faut pas tout bloquer, je crois. Il faut profiter comme faisaient les Gilets jaunes, Canal Historique, les premiers. Ils n'ont rien bloqué. Ils se sont mis sur les ronds-points et ils se sont mis à faire société, à faire de la politique, rond-point par rond-point. Nous étions insaisissables. Il y en avait partout. Au lieu d'aller se concentrer dans les grandes villes, se friter avec la police. Et là, ça a dégénéré. Après ça, on s'est fait éborgner par Macron et sa police. On s'est fait éborgner, on s'est fait martyriser policièrement, judiciairement. C'était le début de la répression. Au lieu de ça, au début, c'était bon enfant, c'était sympa, c'était enfin on se retrouvait sur des lieux publics à fraterniser, à pas dire si on était de gauche ou de droite pour pas s'empailler. Et on se mettait à constituer. Ils ont décidé dans la liste de leurs 60 revendications, qui étaient toutes législatives, comme dans la plupart des révolutions humaines, enfin des révolutions ou des jacqueries. Mais il y avait une revendication qui était constituante au milieu, qui était le RIC, et quand on a été leur dire, vous devriez faire, c'est historique ce que vous faites, d'avoir le RIC dans votre liste de revendications, d'abord il faut pas le revendiquer, c'est-à-dire il faut pas le demander, vous l'obtiendrez pas des élus, il faut que vous le vouliez. C'est vouloir le RIC qui va tout changer, et puis vous en faites une priorité, c'est-à-dire que vous défendez que ça, on veut le RIC, c'est tout, parce qu'avec le RIC, vous aurez tout le reste, puisque vous allez devenir souverain. Ils ont compris ça, c'est historique ce qui s'est passé. Ok, il y a eu une répression, mais c'était historique, il faudrait que ça recommence, le 10. C'était non violent.
C'était non violent, il faudrait que le 10 soit absolument non violent. Il faut pas tout bloquer, il faut au contraire ouvrir les péages et c'est un service public. C'est une dinguerie qu'on le paye, il faudrait le rendre gratuit. Ils l'avaient fait, les Gilets jaunes. Hein. Préfère pareil avec les parkings, pareil avec tous les services publics. Hein. Les transports, ça devrait être gratuit. On pourrait faire je suis trop long. Sur le 10 septembre, il faut qu'on en profite pour une opportunité politique. Et là, il y a une deuxième idée, il faut en parler, excusez-moi, c'est les RIC sauvages. Il faut que nous organisions des RIC sauvages. Vous avez compris, le RIC, c'est une procédure par laquelle nous choisissons les sujets et nous décidons. Si on attend que les élus nous le demandent, ils le feront jamais et on ne sera jamais souverain. Or, nous sommes souverains. Si vous pensez en souverain, vous êtes 10 dans la commune, vous prenez un bureau de vote, ça représente 3 rues, on est 10, on va arpenter la rue porte à porte, on va pas vous claquer la porte au nez. On claque la porte au nez aux commerçants, mais on claque pas la porte au nez si on vous parle de référendum d'initiative citoyenne, venez, on va en parler. Et on dit aux gens, on organise un référendum, c'est le premier tour qu'on fait, on vient vous demander quels sont les sujets pour vous les plus importants. Et on fait le tour des sujets importants. Ensuite, on les décompte, et on refait un sujet. On choisit les sujets qui plaisent le plus aux gens, qui leur semblent les plus importants. Et ensuite, on passe pour organiser le jour de la consultation. Et on organise la consultation nous-mêmes. On n'a pas besoin des élus pour s'émanciper, on n'a pas besoin des dominants pour s'émanciper, on n'a pas besoin des médias des riches, des médias des dominants pour nous aider, on n'a pas besoin de ça du tout. Et on va faire la liste ensemble, on va faire la liste des lois scélérates à supprimer, on va faire la liste des lois sociales dont nous avons besoin, on va faire la liste des institutions dont nous avons besoin, et on va devenir des grandes personnes, des adultes politiques. Merci beaucoup Étienne. En tout cas, je voulais te remercier même si c'était plus long que prévu. Tu m'as un vrai journaliste. Un vrai constituant. En tout cas, tu m'as amené à la politique, à la Constitution. Et si j'avais voté en 2005, j'aurais voté non, évidemment. Et je me serais mis plutôt sur la question bien avant. C'est vrai que tu es tout jeune. Voilà, j'avais 20 ans à l'époque. J'en avais pas beaucoup à faire de la politique et du vote. Donc, je comprends maintenant le retard que j'ai. Mais en tout cas, c'est grâce à toi. Et je te remercie. Voilà, je rappelle le site que tu nous as partagé, comptesurmoi.org. Pour se constituer, en tout cas, sur ce site, et se compter. Pour agir, il y a, sur mon site, je crois qu'on... Je vraiment moins d'une minute. Je t'en prie. C'est vrai que c'est un serment d'Ivrogne, c'est moins d'une minute. Mais si, moins d'une minute. Sur choir.org, il y a /agir. Tapez choir.org/agir. Il y a toute une liste de choses que vous pouvez faire pour aider les démocrates. Et j'ai une conclusion, une espèce de slogan. Vous vous souvenez d'Étienne La Boétie, qui avait écrit le discours de la servitude volontaire, et je vous propose un petit correctif. Ce qu'il a dit est extrêmement important, et c'est d'actualité parfaite, et il avait 15 ans le gars. C'était, vous vous souvenez, soyez résolus de ne plus servir, et je rajouterais, soyez déterminés à ne plus élire, et vous voilà libre. Merci infiniment Étienne.